Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir Quotidien. Imaginez une table de négociation, pas celle d'une ambassade classique avec des diplomates en costume. Non, une table où se retrouvent des chefs d'État, des PDG de géants technologiques, des hackers mandatés par des gouvernements, des experts de l'ONU et même des citoyens ordinaires organisés sur les réseaux sociaux. Bienvenue à la table de la diplomatie numérique. Dans la vidéo précédente, on a défini ensemble ce que c'est que la diplomatie numérique. Aujourd'hui, on va plus loin. On va décortiquer qui sont vraiment les acteurs qui façonnent ce nouvel échiquier mondial. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fascinant que vous ne l'imaginez. Premier acteur le plus évident, les États. Mais attention, tous les États ne jouent pas le même jeu. En réalité, il y a aujourd'hui trois grandes visions qui s'affrontent sur ce qu'Internet devrait être. Vision numéro 1, l'Internet libre, le modèle américain. Les États-Unis défendent historiquement un Internet ouvert, décentralisé, où les acteurs privés et la société civile ont leur mot à dire. C'est dans cet esprit qu'a été créée l'ICANN, une organisation à but non lucratif chargée de gérer les noms de domaines d'Internet, les fameux .com, .org, .fr. Pour Washington, l'État ne doit pas contrôler le réseau. Vision numéro 2, la souveraineté numérique. Le modèle chinois et russe. La Chine et la Russie, elles, défendent exactement l'inverse. Pour eux, chaque État doit pouvoir contrôler son propre espace numérique. La Chine a construit ce qu'on appelle le grand firewall, un système de filtrage massif d'Internet sur son territoire. La Russie a expérimenté la déconnexion de son réseau du reste du monde. Pour ces États, Internet est une affaire de souveraineté internationale. Vision numéro 3, la régulation. Le modèle européen. L'Union européenne, elle, propose une troisième voie. Ni Internet totalement libre, ni Internet totalement contrôlé par l'État. Mais un Internet régulé, avec ses règles claires qui protègent les citoyens. C'est cette vision qui a produit le RGPD, ce règlement sur la protection des données personnelles qui est aujourd'hui cité en exemple dans le monde entier. Ces trois visions ne sont pas juste des débats théoriques. Ce sont des batailles diplomatiques concrètes qui se jouent dans chaque conférence internationale, chaque résolution onusienne, chaque accord commercial. Deuxième acteur, les organisations internationales. Et ici, on ne peut pas passer à côté de l'ONU. Mais l'ONU, c'est un monde en soi. Dans le domaine du numérique, plusieurs organes jouent un rôle clé. Il y a d'abord l'UUIT, l'Union internationale des télécommunications. C'est l'une des plus anciennes organisations internationales fondée en 1865. Oui, bien avant même Internet. Aujourd'hui, elle élabore des normes techniques de sécurité pour le numérique et coordonne les télécommunications mondiales. Et c'est là que se joue une vraie bataille. La Chine a tenté pendant des années de faire élire ses candidats à la tête de l'UIT pour imposer sa vision d'Internet. Et en 2022, elle a perdu face aux candidats américains. Ensuite, il y a les groupes d'experts gouvernementaux, les GGE. Depuis 2004, des groupes d'experts mandatés par les États se réunissent à l'ONU pour discuter de cybersécurité internationale, de normes de comportement responsables dans le cyberespace. C'est lent, c'est technique, c'est souvent bloqué, mais c'est là que se construit, brique par brique, le futur droit international du numérique. Et puis, il y a le Forum sur la gouvernance d'Internet, le FGI. Créé en 2006, c'est un espace de dialogue multi-acteurs. Il y a les États, les entreprises, la société civile, les experts techniques. Tous se réunissent pour débattre de l'avenir d'Internet. Il n'a pas de pouvoir de décision, mais il influence les agendas. On en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ONU essaye de réguler le cyberespace depuis plus de 20 ans. Mais sans traité contraignant, sans accord global entre les grandes puissances, ces efforts restent limités. Troisième acteur, et celui qui surprend le plus, les géants du numérique. Meta, Google, Microsoft, Apple, Amazon, toutes ces entreprises ne sont pas des acteurs diplomatiques au sens traditionnel. Elles n'ont pas d'ambassade, elles ne signent pas de traité. Et pourtant, elles ont plus d'influence sur l'espace numérique mondial que la plupart des États. Pourquoi? Parce qu'elles contrôlent les infrastructures. Les câbles sous-marins qui transportent 95% du trafic Internet mondial appartiennent en grande partie à des entreprises privées.
Les plateformes sur lesquelles des milliards d'humains s'informent, communiquent et débattent sont gérées par une poignée d'entreprises américaines ou chinoises comme dans le cas de TikTok et WeChat. Cela crée des situations inédites, comme par exemple en 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine, c'est Meta qui a décidé d'autoriser temporairement des appels à la violence contre les soldats russes sur ses plateformes dans certains pays. Une entreprise privée prenait une décision qui relevait normalement de la politique étrangère d'un État. En 2017, Microsoft a lancé son propre traité, le Cyber Security Tech Accord, signé par plus de 30 entreprises tech s'engageant à ne pas aider les gouvernements à mener des cyberattaques contre des civils. Une initiative privée, là où les États n'arrivent pas à s'accorder. Ces entreprises sont donc devenues des acteurs diplomatiques de facto. Elles négocient avec les gouvernements. Elles font du lobbying dans les organisations internationales et leurs décisions ont des conséquences géopolitiques directes. Quatrième acteur est celui qu'on oublie systématiquement dans les analyses occidentales, l'Afrique. Et pourtant, le continent africain est en train de devenir un terrain stratégique majeur de la diplomatie numérique mondiale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premier constat, l'Afrique est un enjeu colossal. Aujourd'hui, plus de 840 millions de personnes sur le continent restent hors ligne. C'est à la fois un défi énorme et une opportunité que toutes les grandes puissances veulent saisir. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, tous se disputent le marché africain du numérique. En finançant des infrastructures, en déployant des câbles sous-marins, en proposant des partenariats technologiques, l'Afrique n'est pas passive dans ce jeu. Elle choisit, elle négocie, elle impose des conditions. Deuxième constat, l'Union africaine construit sa propre vision du numérique. L'Union africaine a adopté une stratégie continentale sur l'intelligence artificielle avec un plan de mise en œuvre progressif jusqu'en 2030. L'objectif est clair, permettre aux pays africains d'autogérer leurs données et leur IA. Autrement dit, ne pas dépendre indéfiniment des infrastructures et des règles imposées par d'autres. En décembre 2024, la Commission européenne et Smart Africa, une alliance de 41 pays africains, ont signé un accord de coopération numérique. C'est l'Afrique qui s'assoit à la table, pas l'Afrique qu'on convoque. Troisième constat, l'Afrique se dote de ses propres instruments juridiques. Le continent dispose aujourd'hui d'une convention sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, son premier instrument juridique continental dans ce domaine. Un texte élaboré avec des experts juridiques, des spécialistes en cybersécurité et des représentants de la société civile africaine. C'est un signal fort. L'Afrique entend définir ses propres règles du jeu numérique adaptées à ses réalités. Quatrième constat, l'Afrique s'organise dans les instances internationales. Il existe aujourd'hui un forum africain sur la gouvernance d'Internet, l'AFIGF, qui rassemble chaque année des acteurs de tout le continent pour débattre de l'avenir numérique africain. Des forums régionaux existent également, comme celui de l'Afrique centrale, qui s'est tenu à Kinshasa en novembre 2024 sous le thème de la transition numérique dans un contexte d'intelligence artificielle. Le continent ne subit plus les débats, il les nourrit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique est à un carrefour historique. Elle peut soit reproduire les dépendances technologiques du passé, soit construire une souveraineté numérique propre. Et ce choix-là, c'est un choix diplomatique autant que technologique. Cinquième et dernière catégorie, les autres acteurs émergents. Ceux qu'on oublie dans les analyses classiques et qui pourtant changent profondément le jeu. Les ONG et la société civile d'abord. Des organisations comme Access Now, Electronic Frontier Foundation ou Reporters sans frontières jouent un rôle crucial dans les débats sur la liberté d'expression en ligne, la surveillance numérique, les droits numériques. Elles participent au forum sur la gouvernance d'Internet. Elles interpellent les gouvernements. Elles documentent les abus. Leur influence est réelle, même si elle est moins visible. Les hackers étatiques ensuite. C'est le sujet qui dérange. Derrière beaucoup de cyberattaques majeures, il y a les États. La Corée du Nord a des unités entières de hackers. La Russie a également ses groupes. La Chine et les États-Unis ont
également leur capacité offensive. Ces acteurs n'existent officiellement pas, mais ils façonnent la géopolitique numérique dans l'ombre. Et enfin, les citoyens ordinaires. Le printemps arabe l'a montré. Des mouvements sociaux organisés via les réseaux sociaux peuvent renverser des régimes. La diplomatie numérique, c'est aussi ça. La capacité des opinions publiques mondiales à peser sur les décisions des États via le numérique. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La diplomatie numérique, ce n'est plus l'affaire exclusive des États et des diplomates occidentaux. C'est un écosystème complexe où les États, les organisations internationales, les entreprises privées, le continent africain et même les citoyens sont devenus des acteurs à part entière. Et ça change tout. Parce que quand vous avez autant d'acteurs différents, avec des intérêts différents, des visions différentes, trouver des règles communes devient un défi colossal. La prochaine vidéo portera sur une question que tout le monde se pose sans vraiment y réfléchir. Est-ce que Internet appartient à quelqu'un? Qui gouverne réellement le réseau mondial? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a appris quelque chose, partagez-la autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire grandir la communauté des cultivés. Et dites-moi en commentaire, parmi tous ces acteurs, lequel vous surprend le plus? L'Afrique qui construit sa propre souveraineté numérique, les géants du numérique qui font de la diplomatie, les hackers étatiques dans l'ombre? Je lis tous vos commentaires. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com et toutes les autres plateformes. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous.